Bonjour, on se retrouve pour le deuxième volet de notre petite aventure sur l'obésité. Vous avez vu, premier volet tranquille, enfin tranquille, en même temps tranquille. On n'est pas rendu, hein, parce qu'à la fin de ce premier volet, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'en fait, c'est pas en mangeant moins ou en mangeant plus qu'on prend du poids, et on se rend compte que c'est pas en faisant du sport ou en n'en faisant pas qu'on prend ou on perd du poids. Ah, je sais pas vous, mais moi un peu perdu là, parce que c'est quand même les bases sur lesquelles je me suis construit. Moi de tout petit, on me dit mange pas trop sinon tu vas grossir. Hein, ou mange plus parce que il faut que tu grossisses. C'est le genre de choses qu'on m'a toujours sorti. Bah là, c'est pas la quantité ni la volonté avec le sport qui nous fait prendre ou perdre du poids. Et quand je parle de poids, c'est avant tout de la masse grasse, hein, on est bien d'accord. On parle de masse grasse, pas de masse maigre. Donc ce n'est pas la volonté qui nous fait prendre ou perdre du gras. Mais alors, c'est quoi? Alors là, ça va être un petit peu le projet de ce deuxième volet. On va être encore dans une phase de warm-up, comme on dit, hein, de tour de chauffe. Et le gros morceau, ça vient pour le prochain. Là, on va vraiment attaquer, on sera vraiment dans le vif au prochain épisode. Avant de rentrer dans les détails et de prendre des perspectives historiques, globalement, si tu fais un peu le revue sur Internet, bon, des gens qui vont te dire, même si ce n'est pas acté dans la pratique, des gens qui vont te dire finalement, c'est pas la quantité d'alimentation qui va faire la différence pour la prise ou la perte de masse grasse, mais c'est la qualité, la nature, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Et quand tu t'intéresses à ce domaine, rapidement, tu te rends compte qu'il y a deux camps. Quand on parle d'alimentation, la plupart du temps, on parle de macronutriments, lipides, glucides, protéines. On parle peu des micronutriments, et c'est vraiment moi ce que je fais dans toutes mes vidéos, j'attire l'attention sur les micronutriments. Mais en ce qui concerne la prise de gras, on va surtout parler de macronutriments. Macronutriments, tu en as trois, tu as lipides, glucides, et protéines. Et quelque part, c'est un peu comme dans la Star Wars, tu as les méchants et les gentils, et tu as un combat entre deux camps. Tu as les pro-graisse et tu as les pro-sucre, en permanence. Tu as les high carb, low fat, et les high fat, low carb, en permanence. Alors, c'est assez marrant parce que quand tu regardes la structure moléculaire des lipides et des glucides, tu te rends compte qu'ils sont formés des mêmes éléments, carbone, hydrogène, oxygène. Alors que les protéines, elles, contiennent de l'azote. C'est quelque chose à part. Tu te rends compte aussi, et ça on le verra vraiment en détail quand on va étudier le fonctionnement de certaines hormones comme l'insuline dans la troisième partie, tu te rends compte aussi qu'au niveau ressources énergétiques, les lipides et les glucides, ils sont un peu interchangeables dans le corps. Hein. Les lipides peuvent se transformer en glucides et les glucides peuvent se transformer en lipides. Tu te rends compte aussi que dans le lait maternel, qui est la première alimentation d'un enfant, quelque part, tu as moitié-moitié. Un peu plus de lipides que de glucides, mais globalement, tu as moitié-moitié. Et donc, tu as ces deux camps qui s'opposent. Alors, avant de rentrer dans une perspective historique et de comprendre un petit peu ce qui est en jeu, on va prendre un exemple. Un exemple que j'ai pris là, parce que il est commun de dire, il y a une expression en anglais que j'entends régulièrement dite avec beaucoup d'aplomb, fat make you fat. Le gras te rend gras. Alors pour moi ça c'est du zéro argument, parce qu'à ce moment-là, la betterave te rend violet, la carotte te rend orange. Donc techniquement, ça ne tient pas la route. Mais bon, ça fait plaisir à celui qui le dit, il a l'impression qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Ok. Eh bien, il y a quelqu'un qui a voulu s'amuser à le vérifier. Ce gars-là, il s'appelle Sam comment? Sam Feldman, hein, si je ne me trompe pas. Je vais trouver. Sam Feltham, F-E-L-T-H-A-M. Et il a fait une expérience, Sam. Il a fait une expérience. Je vais vous montrer un petit peu les graphiques en incrustation dans les vidéos. Maintenant, on a des moyens techniques, donc on fait ça. Il a fait une expérience. Pendant 21 jours, il a consommé une alimentation qui était très riche en matière grasse et très pauvre en sucre. Ce qu'on appelle globalement un régime cétogène. Il a constaté les résultats, et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'inverse. Il a consommé pendant 21 jours une alimentation qui était très riche en sucre et très faible en matière grasse. Et il a observé son corps.
Et il s'est passé des choses très intéressantes. Des choses très intéressantes parce qu'il a augmenté sa quantité de calories. Il est passé de 2500 à 5000 calories. Donc il est passé en surnourrissement. Et que s'est-il passé? Eh bien, avec, je vais vous montrer je vais incruster cette courbe-là. Je vais l'incruster dans l'image. Sur cette courbe-là dont je vous parle, mais vous allez le voir à l'image. Eh bien, il se rend compte que il y a un poids théorique qu'il aurait dû prendre, puisqu'il a augmenté ses calories de 2500 calories, il aurait dû prendre du gras à la hauteur de ce surplus de 2500 calories par jour. En ayant une alimentation riche en sucre, il a effectivement pris du poids et du gras à hauteur de ce supplément de 2500 calories par jour. Il a pris énormément de tours de taille aussi. Dans les graphiques que je vais vous montrer, il y a aussi le tour de taille. Le tour de taille a été sacrément augmenté. Il y a même des photos, si vous allez sur son site, je vous mettrai la référence, vous pourrez le voir. Et cette expérience, il y en a des tas d'autres qui l'ont faite. Par contre, dans l'expérience où il mangeait majoritairement des matières grasses, voire quasi uniquement des matières grasses, il s'est passé quelque chose d'étrange. Premièrement, il n'a pas du tout pris du poids comme il aurait dû en prendre. Il en a pris un petit peu, mais loin de prendre la quantité de graisse qu'il aurait dû prendre théoriquement par rapport au surplus d'énergie. Et surtout, tout en prenant du poids, il a diminué son tour de taille. Il a maigri au niveau du tour de taille. Et le poids qu'il a pris, c'est essentiellement de la masse maigre. Quoi? Alors le mec, il surmange des graisses, et non seulement il ne prend pas de poids, et il maigrit. Et le gars, il mange du sucre, Alors après, vous allez voir, on va détailler, vous allez comprendre un petit peu tout ça, il y a des subtilités. Il mange des sucres, et il prend du poids. Surprenant quand même, surprenant, parce qu'on te dit toujours fat make you fat, et là en pratique fat make you thin. Hein? Il a mangé gras et il a fait baisser son poids. Alors, on va prendre quelques perspectives historiques. Globalement, la diététique commence avec un gars qui s'appelle William Banting, qui est mort en 1878 à peu près, et ce gars, William Banting, au fur et à mesure des années, il prenait du poids. Il voyait que la bouée, elle commençait à augmenter. Il se dit à un moment, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Il va consulter un ami, puis bon voilà, il essaie de manger moins. Et qu'est-ce qu'il constate? En fait, il constate que sa perte de poids, au début, elle est présente, et puis rapidement, elle fait un palier. Puis surtout qu'il est fatigué, qu'il est crevé, qu'il commence à être déprimé, qu'il n'a aucune énergie. Et là, il va voir un ami médecin et qui lui dit, mais coupe les amidons, coupe les sucres, coupe les amidons, coupe les sucres complexes, coupe tous les sucres. Et tu vas voir. Il coupe les sucres, perte de poids. Et c'est lui qui a écrit le premier livre de diététique en tant que tel, hein, qui s'appelle, mais vous tapez William Banting, B-A-N-T-I-N-G, vous allez voir un petit peu son histoire. Et c'est marrant parce que jusque dans les années 50-55 à peu près, on se rend compte que dans l'imaginaire commun, qu'est-ce qui fait grossir? C'est les sucres. Automatiquement, je me souviens même de ma grand-mère qui me disait, si tu veux prendre du poids, tu manges des patates. Ne me dis pas, si tu veux prendre du poids, tu manges du beurre. Hein. Si tu veux prendre du poids, tu manges des patates. Les patates, ça fait grossir. Même elle me disait, je me souviens aussi d'une amie avec qui je faisais du vélo, qui me disait toujours, elle faisait beaucoup de vélo avec moi, donc une bonne activité physique, mais elle me disait, moi en septembre, souvent je prends du poids. Pourquoi? Parce que finalement, elle mangeait que des figues et du raisin qui étaient dans les vignes, et elle me disait, finalement, j'arrive à faire de la masse grasse, malgré le fait que je fasse du vélo. Et, alors que le reste de l'année, elle a mangé beaucoup moins. Surprenant, quand même. Et puis, il s'est trouvé que dans les années 60, il y a eu un intérêt croissant pour les problèmes cardiovasculaires. Et que certaines études ont pointé les matières grasses, et en particulier les matières grasses saturées animales, comme responsables des accidents cardiovasculaires. Et donc, on a commencé à blâmer le cholestérol et les matières grasses. Alors là, on s'est retrouvé dans une panade pas possible. Non, parce que les sucres ne pouvaient pas être à la fois mauvais parce qu'ils te font prendre du poids, et bon, parce que ce n'est pas des graisses. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un régime alimentaire, il nous faut des calories. Globalement, ce n'est pas les protéines qui vont te les apporter. Les protéines, il faut toujours les maintenir à un minimum, 10-15% de protéines, grand maximum, c'est bâclé, voire même moins. Donc, ce n'est pas ça qui va t'apporter tes nutriments. Donc, c'est soit
tu consommes beaucoup de lipides, soit tu consommes beaucoup de glucides, soit tu consommes une part équilibrée des deux. Mais le problème, c'est que si on dit les glucides te font grossir, à ce moment-là, tu vas te barrer sur les lipides. Oui, mais si on te dit les lipides augmentent les accidents cardiovasculaires, aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que je mange moi? Qu'est-ce que je peux manger? C'est soit l'un, soit l'autre. Alors ça a tourné, et les sucres ne peuvent pas être à la fois mauvais pour nous faire grossir, et bons pour nous, pour le système cardiovasculaire. Alors en fait, il y a quelqu'un qui a tranché en 1977, il s'appelle George McGovern. Ce n'était pas un diététicien, je vous rassure tout de suite, c'était un sénateur américain. Et il a mis au point le le Health Initiative pour America en 1977. Objectif diététique, augmenter les sucres, diminuer drastiquement les graisses. Ça a donné ce qu'on a appelé la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire, là pareil, je vous la mettre en incrustation sur l'écran. En bas, la base, c'est bread, pasta, riz, couscous, paella, donc c'est des produits céréaliers, sucre complexe. Ensuite, fruits et légumes, et les noix et ainsi de suite. Ensuite, l'huile d'olive, après les fromages, et après les poissons, les poulets, les œufs, les sucreries, et en dernier, la viande une fois par mois. Ça, c'est la pyramide alimentaire des principes diététiques qui ont été élaborés en 1977. Et petite chose dont on se rend compte, deuxième incrustation, que s'est-il passé? Là, je vais vous la mettre comme ça. Attendez, je retourne même l'écran pour être sûr que je suis bien dans le cadre. Que s'est-il passé aux États-Unis 1976-1980. Donc, on met en place ces nouvelles règles diététiques et les gens s'y emploient très bien. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'obésité? Ça monte en flèche. Même les obèses, ça monte. Augmentation vertigineuse de l'obésité. Oh là! Mais attends, pour un sénateur, là, ça craint quand même. Parce que le mec, il prend des grosses dispositions, les gens s'y appliquent à fond, et l'effet est cata. Mais tu sais, l'histoire de nos grands-mères, hein, l'histoire de nos grands-mères que le sucre, ça fait grossir. Mais la plupart des gens le savent. Tiens, moi, je sais que je me suis beaucoup intéressé au milieu des bodybuilders, par exemple. N'importe quel bodybuilder te dira qu'en période de sèche, on va appeler un bodybuilder. Hop, alors attends, j'enlève le mode avion. On va appeler un bodybuilder. Mon ami Eric Rallo. Eric Rallo, il est rédacteur en chef du magazine Bodybuilding Rules, maintenant qui s'appelle Fitness Magazine. Et il va nous dire lui aussi un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait un bodybuilder quand il veut perdre du fat? Super magazine, hein. C'est pas parce que j'écris dedans, mais il m'a fait l'honneur de me demander d'écrire dedans. Super magazine. Bonjour Thierry. Ah, salut Eric, ça va? Comment vas-tu? Super, super. Dis-moi, on va aller droit au but. Je suis en train d'enregistrer une vidéo sur la prise et la perte de masse grasse, de fat. Et j'aurais voulu entendre de ta voix un petit peu ce qui est quand même très connu dans le milieu du bodybuilding. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en sèche, qu'est-ce qu'il coupe comme nutriments? Est-ce qu'il coupe les graisses ou est-ce qu'il coupe les sucres globalement? Alors, c'est un débat qui est assez controversé, mais pour te faire part un petit peu de mon expérience, si tu as quelques minutes devant toi, au moins 2-3 minutes. Vas-y. Déjà, je suis ravi de faire partie de ta vidéo et de donner un petit peu de mon expérience comme ça à tes auditeurs et à tes fans. Alors tout d'abord, Thierry, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle pour faire un régime et pour perdre du gras. Il y a juste quelques, je dirais, fondamentaux qu'il faut connaître. Et la première règle, je dirais, c'est d'y aller très progressivement, tu vois. De se mettre ce qu'on appelle en déficit calorique. Oui. Alors j'explique pour faire simple. Il faut apporter moins de calories que l'on en dépense. Donc ça, je pense que c'est facile à comprendre pour ceux qui nous écoutent. Il faut donc y aller progressivement parce qu'il faut éviter les pertes de poids qui sont trop rapides. Parce que c'est souvent que de l'eau. Il faut jouer, pour faire simple, pour tes auditeurs, sur les macronutriments. Donc que sont les glucides, les lipides et les protéines. Et pour répondre à ta question, donc en culturisme en l'occurrence, qui est un peu mon milieu, parce que je suis sportif depuis une trentaine d'années, on a l'habitude de jouer sur les glucides. Donc, tout d'abord, première des choses, pour essayer de faire une bonne sèche, il faut quand même que je précise,
on élimine tout ce qui est les cochonneries du 21e siècle. Hein. Ouais, tous les produits transformés et ainsi de suite. Voilà, les produits transformés, les sucres, les viennoiseries, les bonbons, enfin tous les sucres cachés, les plats préparés. Ensuite, voilà, on joue sur les glucides. Généralement, on fait ce qu'on appelle une déplétion glucidique. Donc, comme je te disais tout à l'heure qu'on doit diminuer progressivement les calories, on joue sur les calories donc des glucides. Donc, 1 gramme de glucides, c'est 4 calories, c'est déjà pas mal. On les diminue dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ou des fois de manière simultanée, on privilégie des aliments à index glycémique plus bas. À titre d'exemple, moi qui aime beaucoup les pommes de terre, je privilégie la patate douce, qui a un index glycémique, donc une charge glycémique aussi plus basse, donc qui a un impact moindre sur ma glycémie. Hein, d'accord ? Donc généralement on diminue progressivement comme ça les calories jusqu'à être dans ce fameux donc déficit calorique qui va faire que le corps tout doucement doit aller chercher son énergie dans d'autres substrats énergétiques que sont les graisses ou les protéines. Alors comme les protéines, on veut les conserver pour garder un métabolisme de base assez élevé, pour brûler plus de calories même au repos. Donc on compensera cette perte glucidique en culturisme, attention, hein, je donne Oui, bien sûr. par une élévation des bonnes graisses. Alors là, ça peut surprendre certains auditeurs. Donc les bonnes graisses, on les élève. Par bonnes graisses, j'entends, bon, ça fait partie un peu de ton quotidien, tes vidéos, hein, Thierry, hein, mais donc les différentes huiles, hein, huiles de lin, de noix, de noisettes, etc. Des olives, des poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, etc. Et les protéines, on les augmente aussi parce que généralement, quand on veut faire une perte de poids et de graisse efficace, on doit s'entraîner. Mais comme j'ai dit au préalable qu'on était en déficit calorique, il faut faire ça de manière subtile, très très fine en fait, avec beaucoup de finesse, parce que comme le corps est déjà très taxé, l'organisme est très taxé, puisqu'il est fatigué, il commence à s'épuiser, pour éviter une fonte musculaire, on augmente les protéines, donc de toutes sortes, hein, végétales, animales, et puis voilà, et on essaye de réajuster au fur et à mesure. Si on est trop fatigué, on réintroduit des glucides, qu'on a coupés au préalable, d'abord diminué, ensuite coupé. Et pourquoi couper si j'ai encore une minute, Thierry? Vas-y. Oui, donc pourquoi les couper? Parce qu'en fait, pas mal de personnes, même dans la salle de sport où je donne quelques conseils, me disent, Eric, que moi je suis fatigué au bout d'un jour si je mange pas de glucides. Moi je dis, sache une chose, c'est que des glucides, donc du sucre, du glucose sanguin, tu en as beaucoup quand même. Tu en as en réserve sous 3 formes, très très simples hein, pour tes auditeurs. Le glycogène sanguin, tu en as peut-être parlé dans... Je t'arrête, Eric. Eric. Stocké dans le foie. Je t'arrête, Eric. Glycogène musculaire. Eric. Dans le muscle. Eric, je t'arrête. Généralement pour à peu près 2 jours. Donc, il est en train de me dévoiler ma vidéo. Après, il faut bien sûr individualiser la démarche. Mais en gros, voilà, c'est un petit peu les points de réflexion que je pourrais donner pour essayer de faire une perte de gras et de poids conséquente, quoi. En tout cas, hein, toujours être très super. Je te remercie beaucoup, Eric. J'ai cru que tu allais dévoiler la suite de ma vidéo. Tu l'as pas fait. Heureusement, c'est super. Je te remercie. On se retrouve bientôt, d'accord? Merci pour ton intervention. Ciao. À très bientôt. Ciao. Et voilà, les bodybuilders le savent. Alors bien sûr, les bodybuilders le savent. Voilà, vous allez me dire, mais attends Thierry, là, tu vas où là? Tu vas où hein? Tu es en train de nous dire que pour maigrir, il ne faut surtout pas manger de sucre et donc de fruits. Attendez, la série de vidéos est longue et on va voir que c'est beaucoup plus fin que ça, contrairement aux personnes qui voudraient nous simplifier ça en disant il faut manger tout gras ou il faut manger tout sucré. Hein, le but de ces vidéos, c'est d'apporter vraiment du savoir pour que ensuite vous puissiez bâtir une vraie connaissance. Ah, ces feuilles qui volent. Ah, ces petites feuilles qui volent. Excusez-moi. Hop, j'ai pris quelques notes. Alors ça, c'était toutes mes études. Hop, foot pyramide, on peut la ranger. Donc, jusque dans les années 50, on savait très bien qu'il fallait couper les sucres pour perdre du fat, pour perdre du gras. Et puis d'un seul coup, on a eu, surtout par l'entremise d'un sénateur, l'idée que c'était le gras qui faisait prendre du gras et on a décidé de couper le gras. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les niveaux de surpoids et d'obésité augmentent en flèche. Il y a peut-être une corrélation. Alors ce qui est amusant, c'est que depuis très longtemps, il y avait une hypothèse à l'obésité. Qui était tout sauf l'hypothèse tu manges trop et tu bouges pas assez. C'était une hypothèse hormonale. Et c'est celle que je vais essayer de vous présenter maintenant. L'hypothèse hormonale, elle disait ceci. Elle disait, hop, on va effacer cela. Elle disait, ce n'est pas tu manges trop
et tu bouges peu, qui conduit à l'obésité. Mais c'est niveau d'insuline, qui est une hormone qu'on va vraiment voir en détail dans la troisième partie, niveau d'insuline élevé, niveau de cortisol aussi élevé, parce qu'on verra qu'il y a d'autres facteurs, niveau de cortisol élevé, induit alors obésité, induit mange trop, et induit aussi bouge pas assez, d'une certaine manière. Quoi? Ça voudrait dire qu'il y a un contrôle hormonal de tout cela. Ça voudrait dire que la masse graisseuse est sous contrôle hormonal. Globalement, le système hormonal fait partie d'un système qui échappe complètement à notre contrôle volontaire, et ça expliquerait très bien pourquoi la prise ou la perte de poids échappe complètement à notre volontarisme. Ouais, on arrive à faire des petits résultats. Hein, Eric disait, voilà, si tu coupes un petit peu, oui, tu sèches un petit peu ponctuellement, mais si tu veux le faire sur du long terme, tu vas reprendre du poids parce que ton métabolisme va chuter. Les bodybuilders, quand ils font de la sèche, ils ne le font pas longtemps, c'est une période congrue, ce qui fait qu'ensuite leur métabolisme ne chute pas. Et en plus, ils maintiennent un haut niveau métabolique en prenant des protéines qui ont tendance à booster le système métabolique. La masse graisseuse serait sous contrôle hormonal, exactement comme par exemple la thyroïde est sous contrôle hormonal. La thyroïde, elle produit des hormones thyroïdiennes parce qu'il y a une hormone qu'on appelle la TSH qui est libérée par la pituitaire. Cette TSH étant elle-même libérée parce que l'hypothalamus envoie une hormone qu'on appelle la TRH. Donc tout ça, c'est sous contrôle hormonal. Alors, l'avantage de cette théorie, il est multiple. Et les avantages de cette théorie sont multiples. Le contrôle hormonal explique pourquoi nos comportements alimentaires échappent à notre contrôle. Dans un monde où on a voulu te culpabiliser en disant tu manges trop, tu manges mal, non. Si cette hypothèse hormonale est vraie, ça explique pourquoi notre poids et notre appétit échappent complètement à notre contrôle. Ça explique aussi pourquoi calories entrantes et calories sortantes sont liées, parce que tout ça c'est englobé dans le système endocrinien, une régulation endocrinienne de la chose, et on sait que les hormones sont des messagers chimiques que le corps utilise pour faire varier le fonctionnement des organes. Donc on sait très bien par exemple que l'insuline a une action très forte sur la thyroïde étant la glande du métabolisme. Puisqu'elle va réguler la quantité d'oxygène qui arrive au niveau de la cellule. C'est un peu comme si tu avais, au lieu d'avoir un carburateur, c'est l'arrivée d'air qui est régulée. Quelque part, cette théorie, elle est facile à prouver. Attends, si c'est des hauts niveaux d'insuline qui provoquent l'obésité et des faibles niveaux d'insuline à l'inverse qui provoquent la maigreur, on va tester. C'est pas plus compliqué que ça. Eh bien oui, on va tester. Et alors, il y a des gens à qui on donne de l'insuline, c'est les diabétiques. Diabète de type 2. Diabète de type 2, on donne de l'insuline. Je vais vous montrer un tableau très très intéressant par exemple. C'est une étude qui a été faite, je crois, en Angleterre. On prend des diabétiques. On diminue leur ration calorique. C'est-à-dire qu'on passe de 2000 calories, 2023 calories, à 1937 calories, 1900 calories et même 1700 calories. Et chaque fois quand on diminue leur ration calorique, on augmente la quantité d'insuline qu'on leur donne. Et qu'est-ce qui se passe? On a beau diminuer leur ration calorique, quand on augmente l'insuline, ils prennent du poids. Ah! Autre étude très intéressante que je vais vous inclure. Il y a différents types de médicaments pour traiter le diabète. En réalité, vous allez voir, on va faire une vidéo sur le diabète, ça traite le diabète au sens où ça induit le diabète. Les médicaments contre le diabète sont en vérité des médicaments pour le diabète. C'est la meilleure stratégie pour rendre quelqu'un diabétique. Donne de l'insuline à quelqu'un, tu es certain que dans 2-3 ans, si tu t'étais planté sur le diagnostic, tu es certain que 2-3 ans après, il est diabétique. Top niveau. Et donc, il y a différents médicaments qu'on utilise dans le cas du diabète. Il y a ce qu'on appelle des sulfonylurées, puis il y a un produit qu'on appelle la metformine qui est très connu, et puis il y a l'insuline en tant que telle. Alors, ces trois produits sont différents. Les sulfonylurées, ils stimulent le pancréas à produire de l'insuline. La metformine, elle ne rajoute pas d'insuline. Elle joue sur un facteur qu'on appelle la sensibilité à l'insuline ou la résistance à l'insuline, et ce sera l'objet de la troisième vidéo. Et puis l'insuline en tant que telle, c'est de l'insuline. Eh bien,
comme on devait s'y attendre, je vous le montrerai dans ce tableau-ci. Eh bien, c'est une étude anglaise qui a été faite sur le diabète. Eh bien, on se rend compte que quand les gens ne prennent aucun médicament, bon, ben, ils ont peu de prise de poids, quasiment pas de prise de poids. S'ils prennent de la metformine qui n'apporte pas de l'insuline en plus, eh bien, ils ont très peu de prise de poids et on augmente la sensibilité à l'insuline déjà présente. Si on apporte des sulfonylurées qui, eux, stimulent le pancréas à produire de l'insuline, mais qui finalement ne produit pas tant que ça d'insuline, la prise de poids est moyenne et que la prise de poids est maximale en apportant de l'insuline. Donc en fait, c'est facile de faire grossir quelqu'un. Tu lui donnes de l'insuline. Et cette expérience, elle a été faite des centaines et des centaines de fois. Tu donnes de l'insuline à quelqu'un, tu le fais grossir. N'importe quel diabétique qui se met à prendre de l'insuline te dira « je grossis ». Automatiquement. Quand on sait qu'il y a une corrélation directe entre diabète et obésité, tu te dis « le mec, il est déjà en surpoids, il a un diabète ». Et vous verrez que les deux, ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire niveau d'insuline élevé dans le sang. Et on lui donne de l'insuline en plus. Qu'est-ce qui se passe? Cata, il augmente et son diabète s'aggrave. On ne soigne pas le diabète en donnant de l'insuline, puisqu'on sait très bien qu'on augmente les quantités d'insuline. Mais ça sera pour la 5e ou la 6e vidéo. Alors, ok Thierry, tu nous montres qu'en augmentant la quantité d'insuline, la personne prend du poids. Et que se passe-t-il si la personne est en sous-production d'insuline? Ben, c'est le cas par exemple de ce qu'on appelle le diabète de type 1. Les îlots de Langerhans, les cellules bêta des îlots de Langerhans, donc une partie du pancréas qui se situe ici, ne produit plus assez d'insuline. Eh bien, avant qu'il soit traité par insuline, le diabète de type 1, dans tous les livres de médecine au début du XXe siècle, la personnalité du diabétique de type 1, c'était quoi? Cachexie, dénutrition totale. C'était des personnes totalement rachitiques. Wow. Donc il semblerait que l'insuline soit le signal hormonal pour prendre du poids. Tu as de l'insuline, tu prends du poids, même si tu réduis ta quantité calorique, tu n'as pas d'insuline, tu as beau manger autant que tu veux, tu perds du poids. Wow. Alors maintenant, la question qui va venir juste après, c'est qu'est-ce qui fait que tu as des hauts niveaux d'insuline ou des bas niveaux d'insuline? Alors, la réponse commune, c'est les sucres font monter l'insuline. On va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Mais il y a autre chose, certainement. Parce que tu vas me citer immédiatement, tu vas me dire, oui, mais regarde, les Asiatiques, ils mangent beaucoup de riz, sucre simple, amidon simple, et ils ne prennent pas de poids. Eh ouais, il y a certainement autre chose à mettre dans l'équation. Alors, on n'a pas du tout tranché le débat entre beaucoup de graisse ou beaucoup de sucre, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer en religion comme on le fait habituellement, avec fat make your fat, super l'argument, mais de rentrer vraiment dans le savoir pour ensuite rentrer dans la connaissance. On va voir avec le 3e épisode, qu'est-ce qui fait monter les niveaux d'insuline. On va parler d'insuline, on va parler de résistance à l'insuline, et vous allez voir un petit peu ce que c'est réellement que la résistance à l'insuline, contrairement à tous les modèles qui vous sont donnés. Et on va enfin commencer à comprendre les paramètres qui font que tu prends du poids ou tu en perds. Donc, on est déjà sorti, et en 2 épisodes, c'est pas mal, on a fait du chemin. On est sorti de tu manges trop et tu bouges pas assez, à si ton insuline est haute et que ton cortisol est haut, entre autres. On verra qu'il y a encore 2-3 petits facteurs, mais principalement c'est ça. Ça conduit à l'obésité, manger trop et bouger pas assez. 3e épisode, qu'est-ce qui fait monter l'insuline? Je vous souhaite une bonne régénération, j'espère que cette série de vidéos va vous être utile. Vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans une pensée simpliste, contrairement à ce qui pourrait apparaître. On ne va pas faire la fin des fruits, on ne va pas faire l'apologie de quoi que ce soit. Vous allez voir, on va vraiment comprendre ce qui se passe. Et pour arrêter aussi de faire croire qu'en mangeant des fruits, tu ne grossis pas, c'est faux. On peut grossir en mangeant des fruits, c'est totalement vrai. Arrêtez de faire croire que pour les diabétiques, il faut des pâtes et des sucres complexes, c'est faux, c'est une catastrophe. On va décortiquer tout ça. Bonne régénération, on se retrouve pour le prochain volet. Et là, on va se baigner.
qu'il fait chaud avec tout ça. Il fait même très chaud. Et il se trouve que la rivière, elle est juste là.